Voilà, maintenant on va passer à la dernière partie, la question 5. La question 5, on a fait déjà la question A. On avait montré que quel que soit un appartenant grand M, UN appartient à I. C'est-à-dire les UN vont être compris entre 1 et 1 tiers, 1 tiers et 1. Entre 1, voilà. On avait pris N est égal à, voilà, voilà, I, 1 tiers 1. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que UN plus 1 moins alpha 3 inférieur à 2 tiers, valeur absolue n moins alpha 3. Alors, s'il vous plaît, pour les élèves qui ont fait plusieurs exercices, ils vont voir que ça est en rapport avec le théorème des accroissements finis. Clair? Bon, quelles sont les variables? Vous avez UN plus 1, vous avez alpha 3, UN et alpha 3. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, avant de commencer la démonstration, on sait que UN plus 1, alors f de UN est égal à UN plus 1. Vous êtes d'accord? Et f de alpha 3 est égal à alpha 3. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va montrer? C'est-à-dire, on va montrer, alors c'est-à-dire, on va montrer que quoi? Remplacer UN plus, on va montrer, quel que soit un appartenant grand N, on va montrer que UN plus 1, c'est quoi UN plus 1? On a dit c'est f de UN, valeur absolue de f de UN, ça y est, moins alpha 3. Alpha 3, c'est f de alpha 3. Ça y est, il faut d'abord bien lire la question avant de commencer la résolution inférieure à 2 tiers. Et ici, vous allez avoir UN moins alpha 3. Ça va? Et vous remarquez, elle est en relation avec le théorème des accroissements finis. Ça y est? Alors, pour pouvoir appliquer ce théorème, il me faut un intervalle AB. Ça y est? L'intervalle AB, c'est à la fin, on va avoir f' de C, facteur de B moins A. Vous êtes d'accord? On a un problème. C'est quoi le B? C'est quoi le A? Ici, vous avez, d'après la définition, bien le théorème des accroissements finis, UN et alpha 3, un va jouer le rôle de B et l'autre va jouer le rôle de A. Et j'ai un problème. Lequel? C'est que vous avez alpha 3 et UN. Parmi ces deux valeurs, laquelle est la plus petite? Laquelle est la plus grande? Quelle est la valeur qui va jouer le rôle de A et la valeur qui va jouer le rôle de B? Aucune indication. On ne sait pas, on ne connaît pas l'emplacement de alpha 3 avec les UN. Mais on a une chose, on a la valeur absolue. Puisque la valeur absolue, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que valeur absolue de A moins B est égale à valeur absolue de B moins A. On n'a pas de problème. Et pour cela, on va considérer un intervalle AB où on va travailler, ça y est, sans préciser les bornes. C'est-à-dire, on va prendre un intervalle fermé d'abord, dont les bornes, DONT, dont les bornes UN et alpha 3, où on va parler de continuité, et le même intervalle ouvert, dont les bornes UN et alpha 3, où on va parler de dérivabilité, et comme ça, on pourra appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, je commence. Alors, on a, maintenant, ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Ça, c'est point d'interrogation. Ça y est, on commence la démonstration. Alors, avant de commencer la démonstration, petite précision. Laquelle? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN appartient à l'intervalle, appartient à I. Ça veut dire que UN est compris entre 1 tiers et 1. Ça va? Oui. De plus, alpha 3, voilà l'encadrement de alpha 3. Remplacer 1 par 3. Alors, et alpha 3 est compris de ce côté entre 1 sur 3. Et ici, 1 sur racine de 3 qui est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que alpha 3 est compris entre, on peut mettre un strict, pas de problème, 1 tiers et 1. Ça y est, donc les deux appartiennent à l'intervalle 1,3. Ceci indique que UN appartient à I et le alpha 3 appartient aussi à I. Les deux appartiennent à I. Donc ici, je peux parler maintenant de continuité. F et continue. On a montré ça la dernière fois, dans la dernière vidéo. F est continue. Et continue sur I. Donc, F est continue. Continue sur un intervalle. Un intervalle sur un intervalle fermé. Attention ici, fermé. Intervalle fermé. Dans les bornes
sont UN et alpha N. Ça y est, parce que UN et alpha N appartiennent à I, tous les deux. C'est-à-dire cet intervalle dont les bornes sont UN et alpha N est inclus dans I. Et F, on a aussi. Alors, on a aussi F est dérivable. Est dérivable sur I. Donc, F est dérivable. Dérivable sur l'intervalle ouvert. Intervalle ouvert maintenant. Ouvert dans les bornes. Alors, dans les bornes sont UN et alpha. Ça y est, maintenant alpha 3. UN et alpha 3. Alors, on a parlé de continuité, on a parlé de dérivabilité, donc il existe ces éléments de l'intervalle ouvert. Intervalle ouvert dans les bornes. Sont alpha 3 et UN, ou bien UN et alpha 3, tel que, ça y est, maintenant on applique le théorème, tel que vous allez avoir F de UN moins F de alpha 3 est égal à F' de C, facteur de UN moins alpha 3. UN moins alpha 3. Et voilà. La minette, très très. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les valeurs absolues. Appliquer valeur absolue de F de UN moins F de alpha 3 est égal à la valeur absolue de F' de C. Valeur absolue de UN moins alpha 3. Or, F de UN, c'est UN plus 1. Donc, vous allez avoir ici UN plus 1 moins alpha 3 est égal à F' de C. Et ici, vous allez avoir UN moins alpha 3. Ça y est? Bon, on a un problème ici. Alors, regardez la dérivée. Dans l'énoncé, tout à l'heure, on a montré, regardez, montrer que F' de X est inférieur à 2 tiers, quel que soit X appartenant à I. Pour tous les éléments de I, on a cette relation. Or C appartient à cet intervalle ouvert dans les bornes alpha 3 et UN. Vous êtes d'accord? Puisque quoi? C appartient aussi. Alors, appartient à I. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que cet intervalle, alors on a déjà mentionné, intervalle dans les bornes, un intervalle, constitue un intervalle dont les bornes sont UN et alpha N. UN et alpha N appartiennent à I, donc cet intervalle formé par les deux nombres alpha N et UN est inclus dans I. Et par conséquent, C appartient à I. Puisque C appartient à I, ceci implique que F' de C, valeur absolue, va être inférieur ou égal à 2 tiers. Et voilà. Sinon, vous allez faire deux choses. Vous allez considérer le cas où alpha 3 plus petit que UN. Ça y est. Dans ce cas, l'intervalle alpha 3 UN va être inclus dans I, ou bien vous allez considérer l'intervalle UN alpha 3. Vous pouvez changer de place. Cet intervalle appartient aussi à I, est inclus aussi dans I, et vous pouvez appliquer la relation. Ça y est. Sinon, vous pouvez passer directement. Ça y est, parce que C appartient à I. Pourquoi? Car, je vais ajouter, car C est compris entre UN alpha 3 ou bien C est compris entre alpha 3 et UN. Ça y est, ça dépend laquelle des deux valeurs la plus petite. Ça y est, et par conséquent, C appartient à I. Voilà l'explication, car C ou bien est compris entre UN et alpha 3 ou bien il est compris entre alpha 3 et UN. Ça y est, et dans les deux cas, l'intervalle est formé par UN alpha 3 ou bien alpha 3 UN est inclus dans I. Donc il vérifie la relation. Ça y est, et maintenant on remplace ici, ceci implique que valeur absolue de UN plus 1 moins alpha 3, maintenant c'est plus égalité, on n'a plus d'égalité, on a maintenant infériorité. On applique la transitivité, et ici vous allez remplacer ça par 2 tiers, ça y est, et ici vous allez garder UN moins alpha 3. Ça y est, et voilà, c'est tout.
Sinon, vous pouvez encore écrire la relation f' de c, voilà, un moins alpha 3, et vous majorez par ça, par 2 tiers, voilà, si vous voulez plus de détails, moins alpha n, moins alpha 3. Et voilà le résultat. Ceci implique, qui nous a sauvé, c'est la valeur absolue. Valeur absolue, si vous avez A moins B, c'est B moins A. Avec la valeur absolue, c'est la même chose. Et voilà, j'ai terminé la question. Voilà, on a répondu à la question, voilà. Inférieur ou égal à 2 tiers UN moins alpha 3, d'où le résultat. Ça y est. Donc maintenant, d'après la question B, maintenant question C, vous avez vu, j'ai laissé tomber cette partie parce que j'ai besoin de place. Qu'est-ce qu'on a dit? On a montré que UN plus 1 moins alpha 3 est inférieur ou égal à 2 tiers, valeur absolue UN moins alpha 3. Ça y est. Et maintenant, il suffit seulement de remplacer. Vous allez remplacer n par 0. Vous avez n appartenant à grand N. Remplacez n par 0. Vous allez avoir U1 moins alpha 3. Inférieur ou égal à 2 tiers. U0 moins alpha 3. Remplacez n par 1. Vous allez avoir U2 moins alpha 3. Inférieur ou égal à 2 tiers. Vous allez avoir U1 moins alpha 3. Et voilà, etc. jusqu'à la fin. U3 moins alpha 3. Inférieur ou égal à 2 tiers. Voilà, c'est terminé. U2 moins alpha 3. Et vous passez la dernière ligne. Ils veulent UN. Donc, si on veut avoir ici UN moins alpha 3, ça va être inférieur ou égal à 2 tiers. Si vous allez avoir UN moins 1 moins alpha 3. Ça y est. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a des puissances. Quand vous avez des puissances, c'est un produit. Alors, en effectuant le produit membre à membre, voilà, qu'est-ce qu'on va. Alors, il va y avoir des simplifications, ça avec ça, ça va avec ça. Vous avez des parallèles. Ça y est, maintenant, vous commencez à simplifier. Et voilà, qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Il va rester que UN moins alpha 3, c'est tout. Ici, vous allez avoir des 2 tiers avec une certaine puissance. Et il va rester valeur absolue de U0 moins alpha 3. C'est tout ce qui reste. Vous avez ici 1, vous avez N. Voilà. Donc le dernier, moi le premier plus 1, vous allez avoir ici à la puissance N. Et voilà le résultat. Ça y est? Alors, on va multiplier tout par moins. Vous avez ici 1 moins. Regardez, 1 moins. Donc vous allez avoir moins alpha 3. De ce côté, vous allez avoir moins 1 sur racine de 3. De l'autre côté, vous allez avoir moins 1 tiers. Ça va? Pour les UN, regardez les UN. Tous les UN appartiennent à I. C'est-à-dire U0 va être compris entre 1 tiers et 1. Ça va? Effectuez la somme. Donc vous allez avoir U0 moins alpha 3. Ici, 1 moins 1 tiers, ça donne ici 2 tiers. Ça va? Et de ce côté, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux majorer. Enfin, ça ne m'intéresse pas, mais je vais écrire 1 tiers moins 1 sur racine de 3. Ça y est? Vous calculez ce nom, vous allez trouver qu'il est supérieur à moins 2 tiers. Supérieur à moins 2 tiers, et par conséquent, U1, U0 moins U3, il comprend moins 2 tiers et 2 tiers. Voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ceci implique que U0 moins alpha 3, en valeur absolue, va être plus petit que 2 tiers. Ça y est, et maintenant, je vais le multiplier par 2 tiers à la puissance n. Ceci implique que 2 tiers à la puissance n fois U0 moins alpha 3, voilà, il va être inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1. Et voilà, ça y est, par transitivité, ceci implique que quel que soit n appartenant à n, vous allez avoir un moins alpha 3 en valeur absolue va être plus petit que 2 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Maintenant, on va passer aux critères de convergence. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 tiers et compris entre moins 1 et 1. Alors, on a 2 tiers et compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que limite en plus l'infini de 2 tiers à la puissance n plus 1, ça va être 0. Ça y est, on applique le critère. Donc, vous avez valeur absolue un moins alpha 3 est inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1. Vous avez limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 en plus l'infini. Si vous ne voulez pas écrire, ce n'est pas la peine. Alors, est égal à 0. Après, mettez accolade. Ceci implique que limite, en plus l'infini de valeur absolue de un moins alpha 3
est égal à 0 implique que limite plus l'infini de un moins alpha 3 est égal à 0 et par conséquent limite en plus l'infini de un moins alpha 3 est égal à alpha 3. Et voilà, c'est quand n tend vers plus l'infini. Si vous voulez l'écrire, sinon vous laissez tomber. D'accord? Et voilà, on a terminé la partie des suites. Maintenant, on va passer au calcul d'intégrale. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va passer au calcul d'intégrale. Je vais s'assimiler. Après, on passe. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie. Vous avez la fonction grand f de x est égal à intégrale de x à 8x f de t dt. Première question. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que grand f est dérivable sur r+. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, il faut écrire correctement. Alors, soit grand f de x est égal. Ça y est? Bon. Vous remarquez la variable x, vous avez x au bas, et ici vous avez f de t dt. Bon, nous on travaille sur quoi? On travaille sur r+. Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f? La fonction f est continue. Elle est continue sur r+. Alors, on sait que... Alors, ça, c'est la première question. On sait que f est continue. Continue sur r+. Alors, si elle est continue sur r+, donc elle admet une primitive. Alors, donc, f admet une primitive. Admettons, on l'appelle, je ne sais pas, on l'appelle grand G, parce qu'on a déjà grand F ici. Une primitive grand G, admettons. D'accord? Tel que, si vous voyez, alors, primitive G, tel que vous allez avoir G' de x est égal à f de x. Voilà. Parce que c'est sa primitive. Alors, puisqu'il s'agit de primitive, donc G' de x est égal à f de x. Bon. Mais nous, on a des variables au bas. Qu'est-ce qu'on a? On a deux fonctions. Ici, je vais l'appeler u de x. Je vais l'appeler v de x, comme le cours. Ça y est, on travaille sur r+. Bon, je continue. On a la fonction u. À x, on fait correspondre x. C'est quoi ça? Fonction dérivable sur r+. Normalement sur r. Donc, elle est dérivable sur r+. Parce que nous, on travaille sur r+. U est dérivable. Dérivable sur r+. Et u de r+, est égal à r+. Vous êtes d'accord? Parce que c'est l'identité. À x, on fait correspondre x. Ça va? Je continue. Maintenant, la fonction. Ça, c'est la première. La deuxième. V à x, on fait correspondre 8x. Elle est dérivable sur r. En particulier, elle est dérivable sur r+. Et dérivable. Dérivable sur r+. Ça y est, donc, et aussi vous avez V de R+, est égal à R+. On travaille seulement sur l'ensemble R+. Ça y est. Et vous avez la fonction f et continue sur R+. Ça y est, donc on travaille seulement sur R+. Ça y est, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a grand F est dérivable. Dérivable sur R+. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée. La dérivée de grand F. Alors, vous avez, alors on a grand F de x. À quoi est égal? Est égal à intégrale de x à 8x. 8x de f de t dt. Vous êtes d'accord? Il va y avoir grand F de x est égal, ça c'est g de t. Toujours on travaille pour le moment avec la variable t. Mettez les barres. Ici x, vous avez 8x. Maintenant, vous allez remplacer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir grand f de x est égal à g de 8x, ça y est, moins g de x. Et voilà, ça c'est l'expression de grand f. Clair? Maintenant, on va passer aux dérivés. Alors, on a dit que grand f est dérivable, donc on peut calculer sa dérivée. Alors, ça c'est la forme de g rho f. Donc, vous allez avoir grand f' de x, c'est 8x', g rho f, c'est f' fois g' appliqué à f. Donc ici, vous allez avoir 8x' appliqué à g' de 8x. Court sur composé de fonctions. Ici, pas de problème. Vous allez avoir seulement g' de x. Pourquoi? Parce que dérivé de x, 1. Le voilà, il est 1 dans l'écriture. Ça y est. Et par conséquent, j'ai terminé f' de x. Ici, vous allez avoir 8 fois g de 8x. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et moins, voilà, G'. Ici, vous allez avoir G' de x. Clair? Voilà. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Mais, c'est quoi G'? G', c'est f. Maintenant, je vais commencer à remplacer. C'est quoi G' de x? C'est une petite f. Donc, vous remplacez. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Prime de x est égal à 8. Voilà. G', c'est quoi G'? C'est f. Donc, vous allez mettre f. Tout à l'heure, la variable, c'était x. X, maintenant, la variable, c'est 8x. Donc, vous allez voir mettre ici 8x moins G', ici G', donc vous mettez que f. Moins f de x. Ça y est? Alors, ça, c'est deuxième phase. La dernière phase, f' de x, vous remplacez. 8, c'est quoi f? F, là, voilà. La variable que vous avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici. Moi, j'ai 8x. Donc, 8x, vous allez avoir racine cubique de 8x, exponentielle moins 8x, moins f de x. F de x, donc racine cubique de x, exponentielle moins x. Et voilà, est égal. Alors ça, normalement, le calcul, c'est terminé. Maintenant, on doit trouver le signe. Donc, on va factoriser par... vous avez racine cubique. 8, c'est positif. Vous pouvez séparer ça. Vous pouvez séparer. Donc, vous allez avoir 8. Racine cubique de 8 fois racine cubique de x exponentielle moins 8x. Je peux exponentielle moins x ici, vous pouvez le mettre sous forme de exponentielle moins 7x fois exponentielle moins x pour pouvoir se factoriser. Racine cubique de x exponentielle moins x. On factorise par ça et racine cubique. Racine cubique de 8, ça c'est 2. Ça c'est 2, donc 2 fois 8, ça donne 16. Ça y est, voilà, on factorise. On factorise par racine cubique de x qui est positif, exponentielle moins x qui est positif. Qu'est-ce qui va rester ici? 2 fois 8, il va rester 16. Ici, il va rester exponentielle moins 7x. Et ici, il va rester seulement. Voilà, voilà, f'. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? X, f' va s'annuler ou bien en 0 ou bien à cette expression. Donc, on a grand f' de x est égal à 0. Vous avez deux possibilités. Ou bien x est égal à 0, ou bien vous allez avoir exponentielle moins 7x est égal à 1 16e. 1 16e. C'est ça. Et après, on va appliquer les logarithmes. Ça y est. Donc, en appliquant les logs, Ln, c'est dérivé Ln. Donc, ceci implique que vous allez avoir x est égal à 0, ou bien vous allez avoir moins 7x est égal à Ln de 1 16e. 1 16e, c'est 2 puissance 4. Donc, ici, le 16, c'est 1 sur 2 puissance 4. Donc, vous allez avoir 2 puissance 4. Ça y est, toi, à puissance 4, vous pouvez faire sortir le 4. Ça y est, donc vous allez avoir... Attention au calcul, il faut très calé au calcul. Voilà. Ici, vous allez avoir... qu'est-ce qu'on a dit? Je vais enlever le 4. Vous pouvez le mettre comme ça, 1 demi à la puissance 4. Ça y est, donc je vais mettre le 4 ici, on sort de puissance. Clair? Et Ln de 1 demi, c'est moins Ln de 2. Donc, vous allez avoir moins 4 Ln de 2. Et voilà. Maintenant, ça commence à devenir plus simple. Le moins avec le moins va disparaître et moins 4, c'est terminé. Donc, vous allez avoir x égale à 0 ou bien x est égal à 4 Ln de 2 sur 7. Et voilà le résultat. Ça y est, seulement, ça c'est positif, donc dépend de ça. Exponentielle, attention, vous avez un signe négatif. Donc, je vais dresser le tableau de signes de 16 exponentielle moins 7x moins 1, parce que le signe de la dérivée dépend du signe de 16 exponentielle moins 7x moins 1. Ça s'annule en ça, donc qu'est-ce qu'on a dit? La fonction f' est positive, donc on va commencer à partir de 0. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, elle va s'annuler en 4 ln de 2 sur 7. Ln de 2 c'est 0,6 fois 4, 7 c'est positif, c'est quelque chose de positif. Ça y est, regardez les signes. Vous avez un signe négatif ici. Je vous ai montré comment on dresse les tableaux. Ici, négatif, le 16, son signe est positif. Positif fois négatif, c'est négatif. Donc ici, on pose le signe contraire, ici, le signe de. Ça y est, maintenant, le tableau de variation, c'est-à-dire la monotonie de grand F. Après, on va passer aux limites. Et voilà, donc voilà le tableau de grand F. Vous allez avoir ici grand F', ici grand F. Elle commence à partir de 0, Ici, vous allez avoir 4 ln de 2 sur 7 divisé par 7, ça s'annule ici. Ici, vous avez un 0, ici, vous avez que des plus. Ici, vous avez des moins, donc elle est croissante, décroissante. Et f de 0, regardez, si vous f de 0, remplacez x par 0. Remplacez ici par 0, vous allez avoir 0, 0, c'est 0. Ça y est? Alors, avec, je vais écrire ici, avec f de 0
est égal à intégrale de 0 à 0 f de t dt. F de t dt. Et vous vous rappelez, intégrale de a à a est égale à 0. Ça y est, donc ici vous allez avoir 1, 0. Maintenant la question, il demande la limite en plus l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont demandé d'encadrer, vous voyez, donc je vais prendre la fonction petit f, parce que grand f c'est l'intégrale de petit f, et je vais l'encadrer. Qu'est-ce qu'on sait? On travaille sur quoi? Regardez les bords. Voilà. Respectez les bords s'il vous plaît, c'est la clé. C'est la clé. T, regardez, écoutez bien, ce t, cette variable t, elle varie entre x à 8x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a t, cette variable, elle est comprise, cette variable, entre x et 8x. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Mais nous, pour arriver à f, on doit appliquer la racine cubique. Et multiplier par l'exponentielle. Alors, on applique la racine cubique. Alors maintenant, on va appliquer racine cubique, racine cubique, racine cubique. Comme ça, on peut arriver à former l'expression de la fonction f. Alors, implique, ici vous allez avoir racine cubique de x inférieur ou égal à racine cubique de t inférieur ou égal à racine cubique de 8x. Seulement, à quoi est égal racine cubique de 8, c'est 2. Donc, vous allez avoir 2 racines cubiques de x. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, pour arriver à la fonction f, on doit multiplier par l'exponentielle. Donc, on va pour arriver à f. Attention, ici, la variable c'est t. Donc, changer. Racine cubique de t, le voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque exponentielle moins t. On va multiplier le tout par exponentielle moins t. N'oubliez pas que l'exponentielle est positive, donc on n'a pas de problème. Donc, vous allez avoir racine cubique de x fois exponentielle moins t inférieur ou égal à racine cubique de t exponentielle moins t inférieur ou égal à 2 racine cubique de x exponentielle moins t. Or, l'exponentielle positive. Racine cubique de x est positif. Donc, tout ça, c'est positif. Ça, c'est supérieur à 0. Ou égal. Ça y est, je n'ai pas de problème. Donc, conclusion. C'est quoi ça? C'est 0. C'est positif. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est f de t. F de t, voilà l'expression. Ça y est, j'ai changé la variable. Au lieu de x, j'ai mis des t. Et le reste. Donc, 2 racine cubique de x exponentielle moins t. S'il vous plaît, ce genre de fonction que vous avez le jour du bac. Attention, il faut apprendre étape par étape. Vous faites plusieurs exercices et apprendre comment on va passer d'une ligne à une autre. Alors maintenant, j'ai formé la fonction. Pour arriver à grand F, je dois intégrer maintenant. Alors, vous intégrez. Seulement, il y a une relation, je vais l'écrire. Si vous avez 0 inférieur ou égal à f de x, c'est-à-dire si f de x est positif, ceci implique que son intégrale inférieure ou égale à l'intégrale de a à b f de x dx. C'est-à-dire si vous intégrez, si une fonction est positive, son intégrale reste positive. Et deuxième ligne, si vous avez f de x est inférieur ou égal à g de x, ceci implique que l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale, elle respecte l'ordre. Même si vous avez 3, f compris entre h et g, donc l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g, intégrale de h, intégrale de g. Ça va? Alors qu'est-ce qu'on a dit? A, B, G de x dx. Ça va? Donc ça sont des règles de calcul, ce qu'on appelle l'ordre. L'ordre dans le chapitre des intégrales. Alors je continue. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On va intégrer, parce que vous avez x, 8x. Alors on intègre, ça c'est 0. Ça reste un 0. Ici, vous allez avoir x, 8x. F de t dt, inférieur ou égal. Ici, vous allez intégrer. Alors x, 8x. Il va rester 2 racines cubiques de x exponentielle moins t dt. Et c'est quoi ça? C'est le t qui est la variable. C'est pas le x. X est une constante ici. Attention, le x est une constante. Parce que la variable, je ne parle pas des bornes. Attention, je ne parle pas des bornes. Je parle de la fonction. La fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. 2, c'est une constante. Racine cubique de x est une constante. Exponentielle, non. Pourquoi? Parce qu'il y a t. Faites très attention à la variable que vous avez ici. Vous avez t et t. Attention, la racine cubique de x, je peux la faire sortir de l'intégrale. On a vu une relation qui dit si vous avez intégrale de a à b de lambda f de t dt est égal à lambda intégrale de a à b
f de t dt, attention, avec lambda appartenant à R, cas général. Donc, 2 racines cubiques de x va sortir de la terre. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? La variable c'est t et pas le x. Je continue. Alors, ici 0. Inférieur ou égal. Ah, maintenant, ça y est, je forme l'expression. Ça y est, on a formé l'expression, donc on remplace par le grand F. Inférieur ou égal. Vous allez avoir 2 racines cubiques de x. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Intégrale de x exponentielle. 8x ici. 8x. Il va rester exponentielle moins dt. Si vous avez intégrale, bon, je vais l'appeler ici les bandes alpha bêta. Ça y est, si vous avez exponentielle ax dx, vous allez avoir, en tant que primitive, vous allez écrire exponentielle ax sur a. Ici, vous mettez les bandes de alpha à bêta. Ça y est, et même si vous avez le b, si vous avez fait ces constantes, ça ne change rien du tout. Donc, le nombre que vous avez ici, vous le mettez au dénominateur. Ça, c'est une autre formule. Maintenant, je passe. C'est quoi ici le A? Le A, c'est moins 1. Vous avez vu? A, c'est moins 1. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Je passe à la dernière ligne. 0. Vous pouvez sauter les étapes parce que j'ai donné beaucoup de détails. Alors, inférieur ou égal à 2 racines cubiques de x. Ça, qu'est-ce que ça donne? Exponentielle moins t sur moins 1. Alors, variante de x à 8x. Je mets les couleurs. AX, A. Voilà, et voilà le A. C'est fini. Il reste maintenant que le calcul à la portée de tout le monde. 1 de x, inférieur ou égal, 2 racines cubiques de x. Alors, remplacez par 8x. Vous allez avoir exponentielle moins 8x sur moins 1. Première, moins, exponentielle, vous avez x. Vous allez avoir moins x sur moins 1. Ça y est? Voilà, donc moins 1 avec moins, ça devient 1, c'est ça. Et je change les positions. Vous allez avoir 0, inférieur ou égal à f de x. Inférieur ou égal, vous allez avoir 2 racines cubiques de x, c'est ça. Changez les places. Moins avec moins, ça devient plus. Donc ici, vous allez avoir exponentielle moins x. Moins ici, vous allez avoir exponentielle moins 8x. Moins 8x. Et voilà, le calcul est terminé. Moi, je parle question de calcul. C'est fini. Ça y est. On a encadré f. Voilà pour le calcul à terminer. Donc, on va factoriser par exponentielle moins 6 pour faire apparaître la fonction petit f. Alors, je vais passer à la dernière phase. C'est fini. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir un 0 inférieur ou égal à grand f de x. Inférieur ou égal, ici, vous allez avoir 2 racines cubiques de x. Essayez de factoriser par exponentielle moins x. Pourquoi exponentielle moins x? Pour faire apparaître petit f. Ici, il va rester 1. Ici, il va rester moins exponentielle moins 7x. Moins 7x. S'il vous plaît, ici, c'est pas moins, c'est moins 7. Voilà, moins 7. Ça va? Alors, maintenant, j'ai formé la fonction petit f. La voilà. Alors, l'avant-dernière ligne, 0. Ici, vous allez avoir grand f de x. Ça y est. Ici, vous allez avoir 2 petit f de x. Facteur de 1 moins exponentielle moins la même ligne. Ici 0, ici grand f de x, ici inférieur ou égal à 2, f de x, ici vous allez avoir 1 sur exponentielle 7x. Vous avez vu qu'est-ce que je fais? Et maintenant je passe aux limites. Alors vous allez appliquer limite ici, x tend vers plus l'infini, la même chose limite, x tend vers plus l'infini, la même chose ici, limite, quand x tend vers plus l'infini. Limite en 0, c'est 0. Ça, c'est la limite qu'on cherche. X tend vers plus l'infini de grand f de x, inférieur ou égal. Ici, vous avez le 2. F de x, la limite en plus infini, tout à l'heure, on a trouvé 0. Et ici, vous avez 1 moins. Exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Et par conséquent, vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini de grand f de x n'est autre que 0. Et voilà, on a terminé. J'enlève les points d'interrogation et 0. Ça y est, ici, s'il vous plaît, j'écris seulement l'image. Donc, si vous voulez, vous la calculez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on va passer à autre chose.